Je m'appelle Sophie Lemoine. J'ai 70 ans et ce soir de Noël 2024 restera gravé dans ma mémoire comme le jour où j'ai sauvé mon fils d'un mensonge qui aurait détruit sa vie. Mais laissez-moi commencer par le commencement, car cette histoire mérite d'être racontée avec tous ses détails, toutes ses nuances, toute sa violence émotionnelle. Lyon, quartier de la Croix-Rousse. Notre maison de 3 étages au volet bleu lavande se dresse fièrement sur la colline, témoin silencieux de 4 générations de Lemoine. Mon arrière-grand-père l'a construite en 1897, quand il était maître tisseur de soie. Les murs en pierre blonde ont absorbé nos joies, nos peines, nos secrets de famille. Ce soir, ils allaient absorber un drame que personne n'avait vu venir. Il est 18h30. Par la fenêtre de ma cuisine, je vois Lyon s'illuminer progressivement. Les guirlandes de la place des terreaux scintillent au loin. La basilique de Fourvière brille comme un phare doré sur sa colline. Le thermomètre indique 2 degrés. Un froid sec, typique des hivers lyonnais. Dans ma cuisine aux tomates anciennes, l'odeur du foie gras poêlé se mélange à celle du pain d'épices. J'ai préparé le repas traditionnel, huîtres de Marennes Oléron, chapon fermier aux morilles, gratin dauphinois, plateau de fromages affinés, bûches au marron glacé. Mais ce soir, je n'ai aucun appétit. Ma main tremble légèrement tandis que je dispose les assiettes en porcelaine de Limoges sur la nappe blanche damassée. Ce tremblement n'est pas dû à mon âge. C'est de l'adrénaline pure, de la rage contenue, de la détermination farouche. Car dans le tiroir du buffet Henri II, juste derrière moi, repose une chemise cartonnée beige. Une simple chemise qui contient des documents capables de faire exploser une vie en 1000 morceaux. Je jette un coup d'œil à l'horloge comtoise. 18h45. Antoine devrait arriver dans 15 minutes. Mon fils unique. Mon trésor. 35 ans. Ingénieur en informatique chez Alstom, un garçon brillant, sensible, trop confiant. Trop naïf aussi, je dois l'admettre. Il a hérité de la douceur de son père, Marcel, décédé il y a 8 ans d'un cancer du pancréas. Marcel était pharmacien, un homme bon, honnête, incapable de voir le mal chez les autres. Antoine lui ressemble terriblement. Cette ressemblance m'a souvent attendri. Aujourd'hui, elle me terrifie. Car mon fils s'apprête à franchir cette porte avec Émilie. Émilie Cartier, 29 ans. Blonde aux yeux verts, un visage de madone, un sourire enjôleur. Assistante de direction dans un cabinet d'avocats du quartier de la Part-Dieu. Elle est entrée dans la vie d'Antoine il y a 8 mois, lors d'un after-work professionnel au bar, le comptoir de Sam. Coup de foudre immédiat, selon mon fils. Relation intense, passion dévorante. En 3 mois, elle avait emménagé chez lui dans son appartement du Vieux-Lyon. En 6 mois, elle était enceinte. Enceinte de 5 mois aujourd'hui, pour être précise. Je pose la dernière fourchette à dessert et me redresse. Mon reflet apparaît dans le miroir ancien accroché au-dessus du buffet. Une femme de 70 ans aux cheveux blancs coupés au carré, aux yeux gris acier, au visage marqué mais digne. Je porte un chemisier en soie bordeaux et un pantalon de laine noire. Élégante mais sobre. J'ai toujours eu cette classe discrète, cette prestance naturelle que ma mère m'a transmise. Mais ce soir, derrière cette apparence calme, je suis une lionne prête à protéger son petit. Car j'ai découvert quelque chose qu'Émilie ignore que je sais. Quelque chose qui va faire voler en éclats son petit jeu de manipulation, ses mensonges, son plan minutieusement orchestré pour s'installer confortablement dans notre famille, dans notre argent, dans notre héritage. Le bruit d'une voiture qui se gare dans la rue me tire de mes pensées. Mon cœur s'accélère. Je m'approche de la fenêtre. La Peugeot 308 grise d'Antoine se stationne devant le portail. Je les vois descendre tous les deux. Antoine contourne la voiture pour ouvrir la portière passager. Toujours ce garçon galant, bien élevé. Émilie émerge lentement, une main posée théâtralement sur son ventre, arrondie sous un manteau en laine camel. Elle porte des talons hauts malgré sa grossesse. Ses cheveux blonds ondulent au vent froid. Elle rit à quelque chose qu'Antoine vient de dire. Ils ont l'air d'un couple parfait. D'un couple heureux qui s'apprête à fêter Noël chez belle-maman avant d'accueillir leur premier enfant. Mais je sais. Mon Dieu, je sais. Je retourne vers le buffet et ouvre le tiroir.
Mes doigts effleurent la chemise cartonnée. Pas encore. Je dois attendre le bon moment. Le moment où elle se sentira en sécurité, confiante, victorieuse. Le moment où elle pensera avoir gagné. C'est alors que je frapperai. La sonnette retentit. 3 coups joyeux. J'inspire profondément, lisse mon chemisier, affiche un sourire maternel et me dirige vers l'entrée. Mes pas résonnent sur le carrelage ancien. Ma main tourne la poignée en cuivre. La porte s'ouvre sur mon fils et sa future destruction. Maman. Antoine m'embrasse chaleureusement sur les 2 joues. Il sent l'eau de toilette Dior que je lui offre chaque année. Joyeux Noël, la maison sent divinement bon. Joyeux Noël, mon chéri. Mes yeux se posent sur Émilie. Elle se tient légèrement en retrait, son ventre proéminent tendu sous une robe en maille grise moulante. Elle sourit, mais ce sourire ne monte pas jusqu'à ses yeux. Bonsoir Sophie. Elle se penche pour m'embrasser. 2 bises froides, mécaniques. Bonsoir Émilie. Entre, tu dois avoir froid. Nous pénétrons dans le salon. Le sapin que j'ai décoré hier trône près de la cheminée où crépite un feu de bois. Guirlandes dorées, boules rouges et argentées, étoiles au sommet. Antoine aide Émilie à retirer son manteau. « Assieds-toi, Émilie, tu dois être fatiguée », dis-je en désignant le canapé Chesterfield en cuir bordeaux. Elle s'installe avec une lenteur calculée, caressant son ventre d'un geste maternel exagéré. Antoine s'assoit à côté d'Émilie, passant un bras protecteur autour de ses épaules. L'image même du futur père dévoué. Je les observe depuis le fauteuil Voltaire en face d'eux. Le feu crépite doucement. Les lumières du sapin clignotent en rythme. Une scène de carte postale. Une scène parfaite. Mensongère. Alors, comment se porte mon petit-fils ? Je pose cette question d'une voix douce, presque tendre. Le regard d'Émilie s'illumine. « Oh, il bouge beaucoup ces derniers temps. N'est-ce pas, chérie ?» Elle prend la main d'Antoine et la pose sur son ventre. « Tiens, là, tu sens ?» Antoine rit, ému. « Oui, il donne des coups. C'est incroyable, maman. Dans 4 mois, je serai papa. 4 mois. » Je retiens un sourire amer. 4 mois jusqu'à la date prévue d'accouchement. Fin avril, selon ce qu'ils m'ont annoncé. Ce qui signifie qu'elle est enceinte de 5 mois. 5 mois exactement, selon le dernier échographiste qu'elle a consulté à la clinique Sainte-Anne du quartier de Montplaisir. C'est merveilleux, je murmure. Un bébé, c'est toujours une bénédiction. Je me lève pour servir l'apéritif. Dans la cuisine, je verse du champagne Ruinart rosé dans 3 flûtes en cristal. Pour Émilie, je prépare un jus de fruits pétillant dans une flûte identique. Mes mains sont parfaitement stables maintenant. Le moment approche. Je sens cette certitude dans mes os, dans mon sang, dans chaque fibre de mon être. Quand je reviens au salon avec le plateau en argent, Émilie et Antoine discutent de prénoms. « Jules, comme ton grand-père paternel, propose Antoine. Ou Gabriel. J'ai toujours aimé Gabriel, répond Émilie. Je leur tends les flûtes. À la santé du bébé, dis-je en levant mon verre. Nous trinquons. Le cristal teinte délicatement. Antoine boit une gorgée, puis pose sa flûte. « Maman, en fait, on voulait te parler de quelque chose d'important. » Mon cœur bondit dans ma poitrine. Voilà, le moment qu'ils attendaient pour m'annoncer leur plan. « Je t'écoute, mon chéri. » Antoine échange un regard avec Émilie. Elle hoche la tête, l'encourageant. Il inspire profondément. Voilà. Avec l'arrivée du bébé, notre appartement du Vieux-Lyon est vraiment trop petit. 50 mètres carrés, c'est impossible avec un enfant. On a réfléchi et... Il hésite. Émilie prend le relais, sa voix suave comme du miel empoisonné. Ce que veut dire Antoine, c'est que cette maison est immense. 3 étages, 7 chambres. Tu vis toute seule ici depuis la mort de Marcel. On se disait que, peut-être, on pourrait emménager ici avec toi, temporairement, bien sûr, le temps de trouver quelque chose de plus grand, temporairement. Le mensonge est si énorme qu'il en devient presque comique. Je les regarde tous les deux. Mon fils évite mon regard, mal à l'aise. Émilie, elle, me fixe avec un sourire confiant, presque arrogant. Elle pense avoir gagné. Elle pense que je vais accepter parce qu'une grand-mère qui refuse d'accueillir son petit-fils,
passerait pour un monstre. Temporairement, je répète lentement. Oui. Antoine s'empresse de préciser. 6 mois maximum. Le temps de mettre de l'argent de côté pour un bon apport. Tu comprends? Avec le bébé qui arrive, les frais de crèche, les couches, tout ça. Et puis, ajoute Émilie en caressant son ventre, ce serait tellement rassurant d'avoir mamie près de nous pour les premiers mois, n'est-ce pas, Sophie? Tu pourrais nous aider avec le bébé, avec ton expérience. Mamie. Elle m'a appelée mamie. Ce mot dans sa bouche résonne comme une insulte, comme une appropriation. Elle s'installe déjà, mentalement, dans ma maison, dans ma vie, dans mon rôle. Je vois, dis-je calmement. Et vous avez déjà réfléchi à la répartition des chambres? Émilie sourit, encouragée par mon ton neutre qu'elle prend pour de l'acceptation. Oh, on ne veut pas te déranger? On prendrait la chambre du 2e étage, celle qui donne sur le jardin. Elle est lumineuse, parfaite pour le bébé, et la petite pièce à côté ferait une nurserie idéale. La chambre de Marcel et moi. La chambre où mon mari est mort, où j'ai pleuré pendant des mois. La chambre que j'ai transformée en atelier de couture justement pour ne plus y dormir, pour ne plus être hantée par son absence. Elle veut cette chambre. C'est mon atelier, je dis doucement. Oui, mais tu pourrais déplacer tes affaires dans une autre pièce, non? Le ton d'Émilie commence à perdre de sa douceur. De toute façon, tu ne couds presque plus. Antoine me l'a dit. Je tourne mon regard vers mon fils. Il rougit, penaud. Maman, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Antoine a raison. Ma voix reste calme, glaciale. Je ne couds plus beaucoup, pas depuis que j'ai 70 ans et que l'arthrose a envahi mes doigts. Un silence pesant s'installe. Émilie change de tactique, optant pour la compassion. Sophie, je comprends que ce soit difficile, mais pense au bébé, à ton petit-fils. Il aura besoin de stabilité, d'espace. Et puis... Elle marque une pause calculée. Antoine est ton fils unique. C'est ton sang. Tu ne voudrais pas être proche de ton petit-fils? Le voir grandir jour après jour? Elle joue la carte émotionnelle. La culpabilité, la manipulation classique. Je la laisse continuer. En plus, financièrement, ça t'aiderait aussi. On participerait aux charges, aux courses. Ce serait du win-win. Du win-win. Cette expression américaine dans sa bouche me donne envie de rire. Ou de pleurer. Antoine pose sa main sur la mienne. Maman, on ne te force à rien. Mais réfléchis-y, s'il te plaît. Pour nous. Pour ton petit-fils. Mon petit-fils. Ces mots résonnent dans ma tête comme une cloche fêlée. Je regarde mon fils, cet homme de 35 ans qui a les yeux de son père, le sourire de son père, la naïveté de son père. Il me supplie du regard. Il croit vraiment qu'il va être père. Il croit vraiment qu'Émilie porte son enfant. Je retire doucement ma main. Passons à table, le chapon va refroidir. Émilie fronce les sourcils, déçue que je ne réponde pas immédiatement. Mais elle se reprend vite, affichant un sourire forcé. Bonne idée, je meurs de faim. Le bébé aussi, apparemment. Il n'arrête pas de bouger. Nous nous installons dans la salle à manger. La grande table en merisier peut accueillir 12 personnes. Ce soir, nous ne sommes que 3. Antoine et Émilie s'assoient côte à côte. Je prends place en bout de table, à ma place habituelle, la place du chef de famille, la place que Marcel occupait de son vivant. Je sers les huîtres. Émilie fait la moue. Oh, je ne peux pas manger d'huîtres crues, Sophie, à cause de la grossesse, les risques de toxoplasmose. Bien sûr, j'ai préparé des crevettes décortiquées pour toi. Son visage s'éclaircit. Oh, parfait, tu es adorable, adorable. Je souris en retournant chercher l'assiette de crevettes dans la cuisine. Dans le reflet du four, je vois mon sourire. Il ne ressemble en rien à de la gentillesse. C'est le sourire d'un prédateur qui observe sa proie. Quand je reviens, Antoine parle de son travail. Un nouveau projet chez Alstom, la conception d'un système de contrôle pour les trains à grande vitesse. Il est passionné, gesticulant avec sa fourchette. Émilie fait semblant d'écouter, mais je la vois qui observe la pièce. Son regard détaille le lustre en cristal de baccarat, les moulures au plafond, le vaisselier ancien rempli de porcelaine. Elle calcule,
Elle évalue, elle s'imagine déjà propriétaire. Et toi, Émilie, comment se passe ton travail? Je pose cette question en coupant délicatement une huître. Elle sursaute légèrement, prise en flagrant délit de rêverie. Oh, bien. Enfin, je suis en congé maternité anticipé depuis 2 semaines. Mon médecin a estimé que c'était plus prudent, avec le stress du cabinet, les longues journées. 2 semaines déjà? Tu es enceinte de 5 mois seulement. C'est tôt pour un congé maternité. Son regard se durcit imperceptiblement. Mon médecin est très prudent, et puis, avec ma tension qui a tendance à monter. Ta tension? Je feins l'inquiétude. C'est grave. Antoine ne m'en avait pas parlé. Antoine intervient. Non, maman, ce n'est rien de grave. Juste un peu élevé parfois. Le docteur Rousseau suit ça de près. Le docteur Rousseau. Je note mentalement. C'est son gynécologue à la clinique Sainte-Anne. Un homme compétent, consciencieux. Un homme qui ne sait pas qu'il a été dupé. Nous continuons le repas. Je sers le chapon aux morilles. Émilie se resserre 2 fois, engloutissant sa nourriture avec un appétit qui contraste avec ses manières raffinées affichées. Antoine lui resserre du jus de fruits. Il est aux petits soins, prévenant, amoureux. Cela me brise le cœur de savoir ce qui va suivre. Après le fromage, au moment où je m'apprête à servir la bûche, Émilie pose sa serviette et se penche vers moi. Son regard a changé. Plus de douceur feinte, plus de sourire calculé. Juste une dureté froide. Sophie, on attend toujours ta réponse. Pour l'emménagement. Émilie, murmure Antoine, gêné. Ce n'est peut-être pas le moment. Si, c'est le moment. Sa voix est tranchante maintenant. Il faut qu'on sache. On doit organiser le déménagement, prévenir le propriétaire de l'appartement. On ne peut pas attendre indéfiniment. Je pose lentement mon couteau à fromage. Le silence s'épaissit. Seul le crépitement du feu dans la cheminée voisine trouble le calme. Tu as raison, Émilie. Il est temps de parler clairement. Elle sourit, victorieuse. Elle pense que je vais céder, que je vais accepter leur installation, que je vais ouvrir ma maison, mon espace, ma vie à cette femme qui manipule mon fils. Très bien. Elle croise les bras sur son ventre. Alors, je me lève lentement. Mes articulations craquent légèrement. Je contourne la table et me dirige vers le buffet de la salle à manger. J'ouvre le tiroir du bas. Mes doigts se referment sur la chemise cartonnée beige. Avant de répondre, j'aimerais qu'on discute de quelque chose d'important. Je reviens vers la table et pose la chemise devant moi. Émilie la fixe, les sourcils froncés. Antoine semble perplexe. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il. « Des documents qui concernent vous deux, enfin, surtout vous deux. » Je les regarde tour à tour. Et le bébé? Le visage d'Émilie pâlit légèrement, mais elle se ressaisit vite. Des documents? Quels documents? Son ton tente de rester léger, mais je perçois la nervosité qui pointe. Je ne réponds pas immédiatement. Je savoure ce moment où l'équilibre bascule, où le chasseur devient chassé. « Émilie, puis-je te poser une question ?» Elle hausse les épaules. « Bien sûr. » « Quand exactement es-tu tombée enceinte ?» Antoine fronce les sourcils. « Maman, quelle question bizarre. Elle est enceinte de 5 mois. On t'en a déjà parlé. » « Oui, 5 mois. Ce qui nous ramène à juillet. Fin juillet, début août. C'est bien ça ?» Émilie hoche la tête, méfiante. « Oui, début août précisément. Le 3 août selon l'échographie. » Le 3 août. Je répète cette date lentement, la laissant flotter dans l'air comme une accusation. C'est très précis. Les médecins peuvent déterminer la date de conception avec une telle exactitude? Émilie se raidit. L'échographie de datation est très fiable. Le docteur Rousseau me l'a expliqué. On mesure le fœtus, on calcule, je connais le processus. Ma voix reste douce, mais ferme. J'ai eu un enfant, moi aussi, il y a 35 ans. Je marque une pause. Mais tu vois, Émilie, cette date du 3 août me pose un problème. Antoine me regarde, complètement perdu. Maman, je ne comprends pas. Où veux-tu en venir? Je pose ma main sur la chemise cartonnée sans l'ouvrir encore. Antoine,
Tu te souviens où tu étais au mois d'août? Mon fils réfléchit quelques secondes. En août, j'étais. Il s'interrompt brusquement. Son visage change. J'étais en Allemagne, à Munich, pour la mission Siemens. Exactement. Je hoche la tête. Tu es parti le 14 juillet et tu es revenu le 15 septembre, 2 mois entiers. Le silence qui suit est assourdissant. On pourrait entendre une mouche voler. Émilie a cessé de bouger. Ses mains, posées sur son ventre, se sont crispées. Antoine nous regarde tour à tour, son cerveau d'ingénieur calculant les dates, recoupant les informations. Mais on s'est vu quand même, balbutie Émilie. Tu es rentré un week-end. Tu ne te souviens pas? Antoine secoue la tête lentement. Non, je n'ai pas pu rentrer. Le projet avait pris du retard. Je suis resté là-bas tout l'été. On se parlait tous les soirs en visio, mais je n'ai pas mis les pieds en France entre juillet et septembre. Émilie déglutit difficilement. Tu te trompes. Tu es rentré le week-end du 15 août. On a dîné ensemble. Le 15 août, j'étais à une conférence technique à Stuttgart. La voix d'Antoine devient dure. J'ai les mails, les réservations d'hôtel, les notes de frais. Je vois la panique grimper dans les yeux verts d'Émilie. Elle cherche une échappatoire, une explication logique, un mensonge crédible. Alors c'était avant ton départ. Début juillet. Je souris tristement. Cela ferait maintenant presque 6 mois de grossesse. Or, d'après ton médecin, tu es enceinte de 5 mois. 22 semaines précisément selon ton dernier compte-rendu d'échographie. Émilie blêmit. Comment tu sais ça? J'ouvre enfin la chemise cartonnée. J'en sors plusieurs documents que je dispose méthodiquement sur la nappe blanche comme des cartes lors d'une partie de poker mortel. Voici ton dossier médical de la clinique Sainte-Anne. Émilie se lève brusquement, renversant presque son verre. C'est illégal? Tu n'as pas le droit d'avoir accès à mon dossier médical? C'est du secret médical? Assieds-toi. Ma voix claque comme un fouet. Émilie se rassoit, tremblante. Antoine prend les documents. Ses mains tremblent. Je vois ses yeux parcourir les lignes, les dates, les mesures. Son visage devient livide. Maman, comment as-tu obtenu ça? J'ai mes contacts. Je ne mentionne pas Sylvie Marchand, l'infirmière en chef de la clinique Sainte-Anne, une vieille amie d'enfance. Une femme qui a accepté de prendre des risques pour moi quand je lui ai expliqué mes soupçons. L'important n'est pas comment je les ai obtenus, mais ce qu'ils révèlent. Je sors un calendrier que j'ai préparé. Un calendrier où j'ai surligné en jaune la période où Antoine était en Allemagne, du 14 juillet au 15 septembre. En rouge, j'ai marqué la date de conception estimée, 3 août. Regarde, Antoine. Les dates ne correspondent pas. Mon fils fixe le calendrier. Je vois son esprit analyser, calculer, recouper. L'ingénieur en lui refuse d'accepter l'évidence, cherche une erreur dans les calculs, une marge d'incertitude. Les échographies peuvent se tromper, murmure-t-il. Il peut y avoir des variations de quelques jours. Quelques jours, oui. Je pose un autre document sur la table. Mais pas 6 semaines. Voici le premier test de grossesse d'Émilie, positif le 28 août. Émilie a fermé les yeux. Des larmes coulent sur ses joues. Mais je ne ressens aucune pitié. Seulement une détermination froide. Le 28 août, poursuit-elle d'une voix cassée, tu étais encore en Allemagne? Antoine lève les yeux vers Émilie. Son regard est celui d'un homme qui voit son monde s'écrouler. C'est possible. Les cycles peuvent être irréguliers. Peut-être que la conception a eu lieu avant mon départ, début juillet, et que l'échographie s'est trompée de quelques semaines. Je secoue la tête. Non, mon chéri. L'échographie ne se trompe pas de 6 semaines. C'est impossible. Surtout pas une échographie réalisée à 12 semaines de grossesse, comme celle du 3 novembre. À ce stade, les mesures sont extrêmement précises. Je sors une dernière feuille, un tableau que j'ai fait moi-même, avec toutes les dates alignées. Date du départ d'Antoine, date de retour, date de conception selon l'échographie, date du test positif. Tout est là, noir sur blanc, irréfutable.
Si tu avais conçu cet enfant début juillet avec Antoine, tu aurais été enceinte de 7 mois maintenant. Or, tu es enceinte de 5 mois, 22 semaines, ce qui place la conception. Arrête. Émilie sanglote maintenant. Arrête, s'il te plaît. Mais je ne peux pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas après des semaines à rassembler ces preuves, à vérifier chaque détail, à m'assurer que je ne me trompais pas. Ce qui place la conception au début du mois d'août, quand Antoine était à Munich. Antoine pose les documents sur la table. Ses mains tremblent violemment maintenant. Il regarde Émilie comme s'il la voyait pour la première fois. Comme si un voile venait de se déchirer, révélant un monstre là où il croyait voir un ange. Émilie. Sa voix est rauque, brisée. Regarde-moi. Elle refuse de lever les yeux. Des larmes continuent de couler, traçant des sillons de mascara noir sur ses joues pâles. Regarde-moi. Antoine crie maintenant. Je ne l'ai jamais entendu crier ainsi. Jamais. Émilie lève enfin son regard vers lui. Ses yeux verts sont noyés de larmes, de terreur, de désespoir. De qui est cet enfant? Le silence qui suit cette question est insoutenable. Le feu dans la cheminée crépite. Dehors, j'entends les cloches de l'église Saint-Bruno sonner 20 heures. Le temps semble s'être arrêté dans cette salle à manger où 3 vies basculent. Émilie ouvre la bouche, la referme. Je peux tout expliquer. Explique. La voix d'Antoine est dangereusement calme maintenant. Explique-moi comment tu peux être enceinte d'un enfant conçu quand j'étais à 1000 kilomètres d'ici. Émilie se tord les mains. L'échographie s'est trompée. Ça arrive. Les médecins font des erreurs. Tu le sais. Non. Antoine secoue la tête. Maman a raison. Une échographie de datation à 12 semaines ne se trompe pas de 6 semaines. C'est impossible. J'ai vérifié. Sur mon téléphone. Pendant que tu pleurais. Il brandit son smartphone. Marge d'erreur maximale, plus ou moins 5 jours, pas 6 semaines. Je me lève et contourne la table pour me placer derrière mon fils. Je pose mes mains sur ses épaules. Je sens ses muscles tendus comme des câbles d'acier. Émilie, je vais te faciliter la tâche. Ma voix reste calme, mais elle porte une autorité que je n'ai jamais utilisée auparavant. Je ne veux pas savoir qui est le père. Je veux juste que tu admettes la vérité. Cet enfant n'est pas d'Antoine. Elle nous regarde tous les deux. Je vois son cerveau fonctionner à toute vitesse, cherchant une issue, une dernière carte à jouer. D'accord. Sa voix n'est plus qu'un murmure. D'accord. L'échographie a peut-être raison sur les dates, mais ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien? Antoine se lève brusquement, faisant tomber sa chaise. Ça ne prouve rien? J'étais en Allemagne, tu aurais pu rentrer sans me le dire, pour me faire une surprise. Quoi? Antoine recule comme si elle l'avait giflé. Tu es sérieuse? Tu penses que je vais croire que je suis rentrée secrètement de Munich pour... Pourquoi? Pour coucher avec toi et repartir sans rien dire? Les gens font des choses romantiques. Émilie, arrête. J'interviens, ma voix coupante. Arrête de mentir. Arrête d'insulter notre intelligence. Je retourne à ma place et sors un autre document de la chemise. Le dernier, celui que j'ai gardé pour la fin, l'estocade finale. Puisque tu refuses d'admettre la vérité, laisse-moi te montrer autre chose. Je déplie une feuille A4, un relevé de compte bancaire. Le compte joint qu'Émilie a ouvert avec Antoine il y a 4 mois quand elle a emménagé chez lui. Le 2 août, tu as retiré 1000 € en espèces au distributeur automatique de la rue de la République. Émilie pâlit encore davantage. Et alors, c'est mon argent. Notre argent, corrige Antoine amèrement. Compte joint, tu te souviens? Le 2 août. Je continue, implacable. La veille de la date de conception estimée. Le lendemain, le 3 août, ton téléphone portable a émis plusieurs appels depuis un hôtel du 6e arrondissement. L'hôtel du Parc. Un établissement 3 étoiles près du parc de la Tête d'Or. Le visage d'Émilie s'effondre complètement. Comment? Comment tu sais ça? Parce que j'ai demandé à un détective privé de vérifier tes déplacements en août. Dès que j'ai eu des doutes sur les dates. Je sors des photos floues mais reconnaissables.
Émilie entrant dans l'hôtel. Émilie au bar de l'hôtel avec un homme. Un homme brun, la quarantaine, costume élégant. Cet homme, c'est qui? Émilie s'effondre sur sa chaise. Ses épaules sont secouées de sanglots. C'est qui, Émilie? Répète Antoine, la voix brisée. Elle ne répond pas. Elle pleure, la tête dans les mains. Je réponds pour elle. Il s'appelle Julien Mercier, 38 ans, architecte, marié, 2 enfants. Antoine chancelle. Je me précipite pour le rattraper, l'aider à se rasseoir. Marié, répète-t-il mécaniquement. Tu as couché avec un homme marié. Et tu es tombée enceinte. Émilie relève brusquement la tête. Son visage est ravagé par les larmes, le mascara a coulé, lui donnant l'apparence d'un fantôme tragique. Mais dans ses yeux, je ne vois pas de remords. Je vois de la colère, de la rage, du dépit d'avoir été découverte. C'était une erreur, crache-t-elle. Une erreur stupide. J'étais seule. Antoine était parti pour 2 mois. 2 mois. J'ai rencontré Julien dans un bar. On a parlé, on a bu. Les choses se sont passées. Les choses se sont passées. Antoine répète ces mots comme s'ils étaient dans une langue étrangère. Tu parles d'une relation sexuelle qui a détruit ma vie comme si c'était un accident de voiture. C'était une fois, une seule fois. Émilie crie maintenant hystérique. Comment je pouvais savoir que j'allais tomber enceinte? On a utilisé une protection. Apparemment pas assez efficace. Ma voix reste glaciale. Continue. Que s'est-il passé ensuite? Émilie s'essuie rageusement les yeux. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte fin août, j'ai paniqué. J'ai essayé de joindre Julien. Il m'a bloqué partout. Téléphone, réseaux sociaux, tout. Il ne voulait rien savoir. Il m'a dit que c'était mon problème, pas le sien. Alors tu as décidé de me le faire porter, dit Antoine d'une voix morte. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Émilie se lève, agitée. Me retrouver seule, enceinte, sans argent. Mon salaire couvre à peine mon loyer, et cet enfoiré de Julien qui refuse de me parler. Alors oui, j'ai pensé à toi. Tu rentrais mi-septembre. Les dates pouvaient se coller si je disais que j'étais enceinte de quelques semaines de moins. Si tu mentais. Antoine serre les poings. Si tu me mentais sur la paternité de ton enfant. Oui, elle hurle maintenant. Oui, j'ai menti, parce que je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. J'interviens, ma voix coupant à travers ses cris. Tu aurais pu dire la vérité à Antoine, lui demander son aide en tant qu'ami sans lui mentir. Il m'aurait quitté. Probablement. Je hoche la tête. Parce que personne ne mérite d'être manipulé comme tu l'as manipulé. Émilie me fixe avec une haine pure. Toi, tout ça, c'est à cause de toi. Si tu ne t'étais pas mêlé de ce qui ne te regarde pas, tout aurait bien été. Tout aurait bien été. Je me lève lentement, m'appuyant sur la table. Mon fils aurait élevé l'enfant d'un autre en croyant que c'était le sien. Il aurait payé pour cet enfant, l'aurait aimé, se serait sacrifié pour lui. Et un jour, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, la vérité serait sortie. Et elle l'aurait détruit. Tu ne sais pas ça. Si, je le sais. Ma voix est ferme. Parce que j'ai vu ce que ça fait à un homme de découvrir qu'il a été trompé. J'ai vu mon propre frère se déchirer quand il a découvert que sa fille n'était pas de lui. Après 15 ans de mariage. 15 ans. Alors oui, je sais exactement ce qui se serait passé. Antoine n'a pas bougé. Il fixe le vide, les yeux rouges, le visage fermé. Je m'approche de lui, pose ma main sur son épaule. Mon chéri, regarde-moi. Il lève lentement les yeux vers moi. Je vois toute la douleur du monde dans ce regard. Je suis désolée. Je sens mes propres larmes monter. Je suis désolée que tu doives vivre ça, surtout le soir de Noël. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Pourquoi tu as attendu ce soir? C'est une question légitime. Une question que je me suis posée 1000 fois en préparant cette confrontation. Parce qu'il fallait qu'elle soit là. Je désigne Émilie du regard. Il fallait qu'elle entende les preuves, qu'elle soit confrontée à la vérité devant toi. Si je t'en avais parlé en privé, elle aurait nié, elle aurait inventé d'autres mensonges. Elle aurait trouvé un moyen de te manipuler encore. Antoine hoche la tête lentement. Il comprend. Mon fils brillant, mon ingénieur logique, comprend parfaitement la stratégie. Et le timing? Sa voix est rauque. Pourquoi Noël? Parce qu'elle avait prévu de vous annoncer l'emménagement ce soir.
Je le savais. Tu me l'avais dit au téléphone hier, qu'elle voulait m'en parler pendant le dîner de Noël. Je marque une pause. Si je les laissais s'installer ici, il aurait été beaucoup plus difficile de les déloger ensuite, légalement, émotionnellement. Elle aurait eu 4 mois pour s'ancrer dans ta vie, dans cette maison, dans notre famille. Antoine ferme les yeux. Donc tout était calculé de sa part, depuis le début. Depuis le début. Un long silence suit. Émilie s'érassise. Elle ne pleure plus. Elle fixe la table, résignée, vaincue. C'est Antoine qui rompt finalement le silence. Sors de ma vie. Émilie relève la tête brusquement. Quoi? Sors de ma vie. Sa voix est calme maintenant. Dangereusement calme. Prends tes affaires dans mon appartement. Tout. Je veux que tu sois parti avant demain soir. Antoine, s'il te plaît. Non. Il se lève. Il n'y a pas de « s'il te plaît ». Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a rien. Émilie se lève à son tour, chancelante. Elle tend la main vers Antoine, mais il recule, comme si elle était contagieuse. Antoine, écoute-moi. Je sais que j'ai fait une erreur monumentale. Je sais que je t'ai menti. Mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Je t'aime vraiment. Mon fils laisse échapper un rire amer, dénué de tout humour. Tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment. On ne ment pas à quelqu'un qu'on aime sur quelque chose d'aussi fondamental qu'un enfant. J'avais peur de te perdre. Et tu pensais que construire notre relation sur un mensonge était la solution? Il secoue la tête. Tu ne m'aimes pas, Émilie. Tu aimes ma stabilité, mon salaire, cette maison. Il désigne les murs autour de nous. Tu cherchais une bouée de sauvetage, pas un partenaire. Émilie chancelle sous le poids de ses paroles. Elle se tourne vers moi, désespérée. C'est toi qui lui mets ces idées dans la tête. Tu as tout manigancé pour nous séparer. Non. Ma voix est ferme. J'ai juste révélé la vérité. C'est toi qui as tout manigancé. Le mensonge, la manipulation, le plan pour t'installer ici. Tu pensais qu'une vieille femme de 70 ans ne verrait rien? Que j'étais trop sénile pour comprendre que les dates ne collaient pas? Son visage se tord de rage. Tu n'es qu'une vieille garce amère qui ne supporte pas que son fils ait quelqu'un dans sa vie. Émilie? Antoine la coupe brutalement. Arrête. Tu ne fais qu'empirer les choses. Empirer les choses. Elle rit hystériquement. Comment pourrait-elle être pire? Elle vient de détruire notre vie, notre famille. Il n'y avait pas de famille, crie Antoine. C'était basé sur un mensonge, sur une trahison. Le mot résonne dans la pièce. Trahison. C'est exactement ce que c'est. Une trahison de la confiance, de l'amour, de tout ce qui devrait être sacré dans une relation. Émilie se tourne vers moi une dernière fois. Ses yeux sont remplis de venin. Tu vas le regretter. Je vais te faire payer ça. Je vais. Tu ne vas rien faire. J'interromps calmement. Parce que si tu essaies quoi que ce soit, je transmets toutes ces preuves à Julien Mercier. Et à sa femme. Elle blêmit. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. Je soutiens son regard sans ciller. J'ai son adresse, son numéro de téléphone, l'adresse de son cabinet d'architecte. Je me suis renseignée sur tout. Alors tu vas partir gentiment, refaire ta vie ailleurs et laisser mon fils tranquille. C'est clair? Émilie me fixe pendant ce qui semble une éternité. Puis, sans un mot, elle attrape son sac à main sur le buffet et se dirige vers l'entrée. Antoine ne bouge pas. Il ne la regarde même pas partir. Je la suis jusqu'à la porte. Elle enfile son manteau en laine camel d'une main tremblante. Quand elle se tourne pour partir, je l'arrête d'une voix basse. « Émilie ». Elle se retourne, les yeux pleins de larmes et de haine. Une dernière chose. Julien Mercier, l'homme qui t'a mise enceinte. Il a le droit de savoir qu'il va être père. Elle ricane amèrement. Il s'en fout, il me l'a dit, c'est mon problème. C'est son enfant aussi, légalement, moralement. Tu devrais le lui dire, officiellement, par lettre recommandée. Pourquoi tu me dis ça? Tu veux que je ruine sa vie aussi? Non, je veux que tu assumes les conséquences de tes actes. Toutes les conséquences. Je marque une pause. Et puis, il doit payer une pension alimentaire. Tu vas en avoir besoin? Elle me regarde avec une expression que je ne peux pas déchiffrer. Surprise? Reconnaissance amère? Je ne sais pas.
Va-t'en maintenant. Et ne reviens jamais. Elle ouvre la porte. Le froid de la nuit s'engouffre dans l'entrée. Elle sort sans se retourner. Je la regarde descendre les marches du perron, marcher jusqu'au portail, disparaître dans la rue sombre. Je referme la porte. Le silence de la maison m'enveloppe comme une couverture. Je m'appuie contre le bois massif, fermant les yeux quelques secondes. C'est fini. C'est vraiment fini. Quand je retourne dans la salle à manger, Antoine n'a pas bougé. Il est assis exactement dans la même position, fixant les documents étalés sur la table, les preuves de sa vie détruite. Je m'assieds à côté de lui. Je ne dis rien. Parfois, il n'y a rien à dire. Parfois, la présence suffit. Après un long moment, Antoine parle enfin. J'étais prêt à être père. Sa voix est cassée. J'avais déjà choisi le prénom, Jules, comme grand-père. J'avais commencé à aménager une chambre pour lui. J'avais acheté un mobile avec des animaux en bois, un ours, un lapin, un renard. Des larmes coulent sur mes joues. Je prends sa main dans la mienne. Je regardais des vidéos sur YouTube, continue-t-il. Comment changer une couche? Comment donner le biberon? Comment endormir un bébé qui pleure? Il rit amèrement. J'étais prêt. J'étais tellement prêt. Je sais, mon chéri. Et tout ça? Il désigne les documents. Tout ça était faux. Le bébé n'était pas de moi. Elle ne m'aimait pas. Elle voulait juste une solution facile. Il hoche la tête. Puis, soudain, il s'effondre. Ses épaules sont secouées de sanglots. Je le prends dans mes bras, comme quand il était petit, quand il tombait de vélo ou quand les autres enfants se moquaient de lui. Nous restons ainsi pendant de longues minutes. Antoine pleure dans mes bras, libérant toute la douleur, toute la trahison, toute la perte. Je caresse ses cheveux, murmurant des mots de réconfort qui semblent dérisoires face à l'ampleur de son chagrin. Quand ses sanglots s'apaisent enfin, il se redresse, s'essuie les yeux avec sa manche. « Comment as-tu su » demande-t-il d'une voix rauque. « Comment as-tu su qu'elle mentait » Je me lève et vais chercher un verre d'eau à la cuisine. Quand je reviens, je m'assieds en face de lui et commence à raconter. C'était lors du dîner en novembre. Tu te souviens? Vous étiez venu m'annoncer la grossesse. Antoine hoche la tête. Oui, tu avais préparé un pot-au-feu? Exactement. Je souris tristement. Ce soir-là, Émilie m'a dit qu'elle était enceinte de 3 mois. Fin du premier trimestre. Vous étiez tous les deux rayonnants. Mais quelque chose m'a frappé. En novembre, 3 mois en arrière, ça nous ramenait à août. Or, je me souvenais parfaitement que tu m'avais appelé plusieurs fois en août depuis Munich pour te plaindre de ne pas pouvoir rentrer. Je me lève et retourne chercher la chemise cartonnée. Je sors mon vieux agenda Moleskine noir. J'ai vérifié mes notes. Le 15 août, jour férié, tu m'as appelé de Stuttgart. Tu étais déprimé de ne pas pouvoir être là pour fêter l'Assomption en famille. Le 20 août, tu m'as envoyé une photo de la Marienplatz à Munich avec écrit encore 3 semaines. Antoine prend l'agenda, feuillette les pages remplies de mon écriture fine. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Je reprends l'agenda. Au début, je me suis dit que j'avais peut-être mal compris, que peut-être elle était enceinte de 2 mois et non 3, ou que les dates n'étaient pas précises, mais quelque chose me dérangeait, une intuition. Ton instinct. Oui, mon instinct de mère. Je souris faiblement. Alors, j'ai commencé à creuser. Discrètement. J'ai appelé Sylvie Marchand, tu te souviens d'elle. L'infirmière en chef de Sainte-Anne? Celle qui venait prendre le thé avec toi parfois? Exactement. On a fait nos études d'infirmière ensemble, il y a 50 ans. On est restés amis toute notre vie. Je marque une pause. Je lui ai dit que je m'inquiétais pour la santé d'Émilie, que je voulais m'assurer qu'elle était bien suivie. Sylvie a accepté de jeter un œil au dossier. « C'est illégal, maman. » Je sais. Je ne cherche pas à me justifier. Mais c'était nécessaire. Sylvie m'a appelé 1 semaine plus tard. Elle m'a dit que l'échographie de datation indiquait une conception début août, pas fin juillet, début août, quand tu étais à Munich. Antoine serre les poings. Et tu en étais sûr?
À ce stade, j'avais un gros doute. Mais je voulais être certaine avant de te dire quoi que ce soit. Je ne pouvais pas te blesser sur un simple soupçon. Je reprends la chemise et sors une facture. Alors j'ai engagé un détective privé, Maurice Blanc, un ancien commissaire de police à la retraite. Je lui ai demandé de vérifier les déplacements d'Émilie en août. Le relevé de compte bancaire, l'hôtel, les photos. Oui, Maurice a fait du bon travail. Il a découvert le retrait d'argent, l'hôtel, et après quelques recherches, il a identifié l'homme avec qui elle était. Julien Mercier, architecte, marié. Je soupire. À partir de là, tout est devenu clair. Antoine pose sa tête entre ses mains. Depuis combien de temps, tu sais ? 3 semaines. J'ai reçu le rapport complet de Maurice le 3 décembre. 3 semaines. Il me regarde avec une expression douloureuse. Tu as porté ça toute seule pendant 3 semaines ? Je voulais être certaine. Je voulais avoir toutes les preuves nécessaires. Et je voulais attendre le bon moment. Je prends sa main. Je savais qu'elle allait demander à emménager ici. Tu me l'avais dit au téléphone. Alors j'ai attendu ce soir, pour la confronter devant toi, pour qu'il n'y ait aucun doute possible. Antoine serre ma main dans la sienne. Merci, maman. De quoi ? De m'avoir protégée. De m'avoir évité de vivre un mensonge. De m'avoir aimé assez pour faire ce qui était difficile, même si ça devait me faire mal. Je sens les larmes monter à nouveau. Tu es mon fils. Je ferai n'importe quoi pour toi. Nous restons assis en silence pendant un moment. Puis Antoine regarde autour de lui, la table encore dressée, la bûche de Noël non entamée sur le buffet, les guirlandes qui clignotent. « Joyeux Noël », dit-il amèrement. « Joyeux Noël », je réponds. Un silence s'installe. Puis soudain, Antoine se met à rire. Un rire triste, mais authentique. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» Je pensais juste. Il secoue la tête. Je pensais à la tête d'Émilie quand tu as sorti la chemise cartonnée. Je souris malgré moi. Elle était verte. Complètement ? Antoine rit encore, un rire libérateur mêlé de tristesse. J'imagine qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'une femme de 70 ans engage un détective privé et monte un dossier complet contre elle. Elle m'a sous-estimé. Je hausse les épaules. Les gens sous-estiment souvent les personnes âgées. Ils pensent qu'on est sénile, passif, facilement manipulable. Elle a appris à ses dépens que ce n'est pas le cas. Antoine me regarde avec quelque chose qui ressemble à de l'admiration. Tu as été impitoyable. Je devais l'être. Ma voix se durcit. Elle essayait de te piéger, de te voler ta vie, ton argent, ton futur. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Antoine se lève et marche jusqu'à la fenêtre. Dehors, la neige a commencé à tomber doucement. Les flocons tourbillonnent sous les lampadaires de la rue. Lion s'endort lentement sous son manteau blanc. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Sa voix est faible, perdue. Je le rejoins à la fenêtre. Tu vas guérir, lentement, douloureusement. Mais tu vas guérir. J'ai tellement honte. Il ferme les yeux. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Comment ai-je pu ne rien voir ? Parce que tu es quelqu'un de bien. Je pose ma main sur son épaule. Les gens bien font confiance. Ils ne passent pas leur temps à chercher les mensonges, les trahisons. C'est une qualité, pas un défaut. Une qualité qui m'a presque coûté ma vie. Mais qui ne te l'a pas coûté ? Je le force à me regarder. Tu es libre maintenant, libre de reconstruire, de trouver quelqu'un qui te mérite vraiment. Antoine secoue la tête. Je ne suis pas sûre de pouvoir refaire confiance à quelqu'un. Tu le pourras, pas maintenant, pas demain, mais un jour. Je souris tristement. Le temps guérit beaucoup de choses. Nous restons devant la fenêtre, regardant la neige tomber. Puis Antoine se tourne vers moi. Et si l'enfant était vraiment de moi ? Et si les échographies s'étaient trompées ? Et si ? Antoine, arrête. Je le coupe fermement. Les preuves sont irréfutables, les dates, les déplacements, tout concorde. Cet enfant n'est pas de toi. Mais il pourrait ? Non. Ma voix est sans appel.
Et même si, par un miracle impossible, cet enfant était de toi, après tout ce qui s'est passé, après tous ces mensonges, tu ne peux pas rester avec elle. La confiance est brisée, irrémédiablement. Antoine hoche lentement la tête. Il sait que j'ai raison. Dans son cœur, il le sait déjà. Demain, tu iras à ton appartement récupérer tes affaires avant qu'elle revienne. Je viendrai avec toi. Je prends sa main. Et tu resteras ici quelque temps, le temps de te remettre. Je ne veux pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas, tu es chez toi. Je souris. Cette maison est la tienne autant que la mienne. Antoine me serre dans ses bras. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri, plus que tout au monde. Nous retournons dans la salle à manger. La bûche de Noël attend toujours sur le buffet. Les guirlandes clignotent toujours. Mais l'atmosphère a changé. Ce n'est plus tendu, oppressant. C'est calme, apaisé. On mange la bûche ? Propose Antoine avec un demi-sourire. Bonne idée. Je coupe 2 parts généreuses. Nous nous asseyons côte à côte, mangeant en silence. Le marron glacé fond sur la langue. C'est doux, réconfortant. C'est délicieux, murmure Antoine. Recette de ta grand-mère. Je me souviens, elle la faisait chaque année. Nous continuons à manger, perdus dans nos pensées. Puis Antoine pose sa fourchette. Maman, je peux te poser une question ? Bien sûr. Comment tu as fait pour rester aussi forte ? Après la mort de papa, tu étais seule. Tu aurais pu t'effondrer, mais tu ne l'as pas fait. Je réfléchis un moment avant de répondre. Parce que j'avais toi. Je le regarde dans les yeux. Tu étais ma raison de rester forte, de continuer. Tu avais 27 ans quand ton père est mort. Tu étais encore jeune. Tu avais besoin de ta mère. Alors je suis restée forte, pour toi. Antoine a les larmes aux yeux. Et maintenant ? Maintenant, tu n'as plus besoin d'être forte pour moi. Je suis adulte. Tu auras toujours besoin de ta mère. Je souris. Peu importe ton âge. Et moi, j'aurai toujours besoin d'être ta mère. Nous finissons la bûche, puis nous débarrassons la table ensemble. Je lave la vaisselle tandis qu'Antoine essuie. Un rituel familier, réconfortant. Comme quand il était enfant et qu'il m'aidait après les repas du dimanche. Quand la cuisine est rangée, nous retournons au salon. Antoine se sert un cognac. Je prends un verre de Porto. Nous nous asseyons près de la cheminée où les braises rougeoient encore. « À quoi trinquons-nous » demande Antoine en levant son verre. Je réfléchis un instant. À la vérité, même quand elle fait mal. À la vérité. Nous trinquons. Le cristal teinte doucement. Dehors, la neige continue de tomber, recouvrant Lyon d'un manteau immaculé. Demain sera un autre jour. Un jour où Antoine devra affronter la réalité de sa rupture, vider son appartement, reconstruire sa vie. Mais ce soir, pour quelques heures encore, nous sommes ensemble, mère et fils, unis face à l'adversité. Et c'est suffisant.